vous êtes probablement la personnalité que nous auditionnons qui a l'expérience la plus longue dans le monde ferroviaire, puisque vous y êtes entré pour la première fois en 1989 comme directeur de cabinet de Jacques Fournier. Vous êtes ensuite revenu dans le groupe public ferroviaire en 1993 jusqu'en 1995, puis ensuite vous y êtes revenu en 1997 pour ne plus le quitter jusqu'en 2019, ce qui fait donc une période de près de 25 ans d'activité dans le groupe public ferroviaire à des niveaux de responsabilité très différents, mais toujours très stratégiques, qui fait que vous êtes l'un de ceux qui ont, y compris comme directeur général délégué sous l'autorité de Louis Gallois puis d'Anne-Marie Idrac, dessiné le paysage de la SNCF d'aujourd'hui. Vous avez donc été aussi en responsabilité à un moment où les questionnements sur les équilibres économiques de Fret SNCF, sur l'attractivité globale du monde ferroviaire par rapport à une concurrence intermodale avec la route étaient durement questionnés et où parfois certains acteurs pouvaient s'interroger sur la pérennité, hors quelques domaines stratégiques comme la chimie ou comme le nucléaire, sur la pérennité et l'intérêt d'une activité fret en France. Je parle d'un doute qu'aujourd'hui beaucoup de ces acteurs économiques n'ont plus, puisque le désir du train est présent de nouveau dans l'économie, peut-être plus qu'il ne l'a été au cours des 20 dernières années. Mais c'est bien à la fois sur cette crise durable du fret ferroviaire comme secteur, mais aussi de Fret SNCF comme entreprise publique, que cette commission d'enquête entend revenir, ainsi que sur la solution de discontinuité qui a été retenue par le gouvernement pour répondre à des injonctions européennes face au soutien public à l'opérateur Fret SNCF, un soutien qui vient de très loin et qui est y compris couvert. Ce soutien a été débloqué en partie à une époque où vous étiez en responsabilité. Vous avez donc, puisqu'on le sait, et ça nous a été répété cet après-midi, l'un des points compliqués pour Bruxelles, peut-être le point compliqué principal, c'est le caractère répétitif de cette couverture des déficits accumulés de Fret SNCF par le groupe public ferroviaire, par l'entité de tête, pendant plus d'une dizaine d'années, qui donc l'assimile à un soutien public durable dans un secteur économiquement et structurellement déficitaire, avec des aides publiques qui ne s'adressaient qu'à un opérateur sur un secteur concurrentiel, là où les autres ne pouvaient pas y avoir recours. Je reprécise donc ce cadre. Parmi les questions qui se poseront nécessairement ici, et que vous poseront nos collègues, mais que nous souhaitons entendre dans votre propos, il y a la question de la place qui était réservée à Fret SNCF et à l'activité fret, disons, au sens large, transport de marchandises, dans l'activité du groupe public ferroviaire, là où on a parfois entendu ici, devant cette commission d'enquête, je le partage avec vous, Monsieur le Président, que d'un côté, on avait sur cette politique de développement du fret ferroviaire une stratégie publique, de politique publique insuffisamment dessinée, mais aussi au sein de l'entreprise publique, une prise en compte de cet enjeu sous l'angle écologique qui n'était pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Dans les questions que nous nous poserons aussi, celle de savoir si déjà, à l'époque où vous étiez en responsabilité, vous aviez eu à discuter avec le gouvernement français sur cette menace d'une enquête approfondie de la Commission européenne, menace qui a été activée le 18 janvier dernier. Mais je rappelle que vous avez été président pendant 3 années où des plaintes étaient en cours d'opérateurs alternatifs à Fret SNCF contre Fret SNCF, au motif que cette entreprise avait bénéficié d'aides publiques indues dans un secteur concurrentiel. Comment regardiez-vous ce risque contentieux qui était avéré déjà à cette époque, même s'il n'était pas exactement de même nature que ce crantage très fort de la menace avec l'enquête approfondie de la Commission. Et puis, peut-être, et c'est la règle, mais c'est plus cette fois-ci au citoyen, le citoyen qui a une expérience ferroviaire très récente, nous solliciterons, et certains collègues ne manqueront pas de le faire, votre regard sur cette solution de discontinuité, sur la situation dans laquelle Fret SNCF se trouve et se trouvera dans quelques années. Je vous rappelle, Monsieur le Président, mais vous le savez, car ça n'est pas la première commission d'enquête à laquelle vous répondez,
que cet enregistrement est public, qui sera disponible à la demande d'ailleurs pour ceux qui le souhaiteront, et que, en raison et en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par les commissions d'enquête doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais donc vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous en remercie et nous vous donnons donc la parole pour une grosse dizaine de minutes, à la suite de quoi le dialogue s'ouvrira d'abord avec les questions que je pourrais vous poser, celles de Monsieur le rapporteur et celles des collègues députés présents. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je salue les parlementaires présents et les personnalités présentes. Je vous remercie de m'auditionner parce que c'est une question, le fret ferroviaire, qui est absolument essentielle pour la SNCF depuis toujours. La SNCF est née quasiment comme une entreprise de fret. Et d'autre part, c'est une question, vous l'avez dit, Président, qui est absolument vitale pour la transition écologique. Juste une précision. Moi, j'ai été président, j'ai regardé de mars 2008 à octobre 2019. Avant, j'étais directeur général exécutif avec Anne-Marie Idrac et avec Louis Gallois, que vous avez auditionné. Mais il y avait une petite subtilité, c'est que le directeur du fret était rattaché directement aux deux présidents, à Anne-Marie Idrac et à Louis Gallois, parce que la décision de l'Union européenne de mars 2005, celle qui valide le plan à 2 milliards, qui est le premier plan de sauvetage, cette décision avait confié au directeur du fret des pouvoirs particuliers. Par exemple, c'est lui qui rapportait devant le conseil d'administration de la SNCF directement, sans passer ni par Anne-Marie Idrac, ni par Louis Gallois, ni par moi. Ayant dit ça, je voulais juste, à titre préliminaire, préciser que dans mon propos, j'essaye de distinguer pour la clarté des choses deux sujets. Il y a la compétitivité du mode ferroviaire par rapport à la route. Bon, sujet sur lequel il y a un affaiblissement dramatique et une division par deux du fret ferroviaire en France en une vingtaine d'années. Puis, à l'intérieur de ce sujet, il y a le sujet de la performance de Fret SNCF plongée dans la concurrence en vertu de deux directives de 2001-2002 qui s'appliquent en fait à partir de 2005. Mais ces deux directives de 2001-2002, prises par le gouvernement de l'époque, ne comportaient aucun volet de préparation ni de transition sur l'arrivée de la concurrence en France. Et j'y reviendrai, c'est là, à mon avis, un des échecs dramatiques de l'ouverture à la concurrence, qui ne comportait pas de cadre social harmonisé, pas de réforme structurelle, là où, dans le domaine voyageur, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, l'ouverture à la concurrence voyageur a comporté un cadre social harmonisé et des éléments de réforme. Juste avant, je voudrais, parce que vous m'y incitez, dire un mot sur la place du fret ferroviaire SNCF dans l'entreprise. Et là, je vais t'entendre dire « nous », parce que même si c'est passé pour moi depuis plus de 4 ans, j'essaye de me remettre dans ce que c'était à l'époque. Bien sûr, il y a toujours eu à la SNCF, depuis les années 80, une pression extérieure très forte en faveur du TGV. Ce sont les présidents de la République qui annoncent la construction de lignes TGV. Nicolas Sarkozy en avait annoncé 3. Le président de la République actuel, après avoir levé le stylo, en a annoncé 5 en 2022. Et donc, on comprend que la couverture du territoire en matière de grande vitesse est un sujet qui a une force politique peu commune. Mais à l'intérieur de l'entreprise, on ne le vit pas comme ça. On le vit certes comme une activité qui permet au train de retrouver de la compétitivité, mais dans la culture et je vais revenir dans le service public, on vit les trains de la vie quotidienne et le transport des marchandises comme des missions tout aussi nobles que la grande vitesse. Et je me rappelle, et j'ai regardé avant cette audition, que dans la lettre de mission que j'ai reçue du président de la République en 2008, je me rappelle avoir fait insérer une phrase, je me souviens moi-même l'avoir fait, qui disait « Vous devrez redonner au groupe SNCF une place centrale dans le transport et la logistique des marchandises en proposant des solutions compétitives pour gérer les chaînes logistiques. »
Et la lettre enchaîne en disant pérennité, viabilité et croissance du mode ferroviaire dans le contexte nouveau de la concurrence intramodale. Et moi, la première décision que j'ai prise, c'est de créer une branche transport et logistique des marchandises, qui était la première par ordre d'importance de la SNCF, plus de 10 milliards, et à l'intérieur de laquelle il y avait toutes les activités de fret ferroviaire, donc le fret, mais aussi le transport combiné, mais aussi les autoroutes ferroviaires, mais aussi etc. etc. Ce dont je veux témoigner devant votre commission, c'est que collectivement, dans l'entreprise, on s'est toujours battu pour le fret ferroviaire. Parce que profondément, la SNCF se sent légitime dans le fret ferroviaire. C'est très compliqué le fret ferroviaire, vous l'avez touché. On a eu évidemment des conseils de lâcher le wagon isolé. On a tenu bon sur le wagon isolé. On n'a jamais abandonné le wagon isolé. De la même façon, il était devenu habituel de se moquer, pour ne pas être plus méchant, du fret SNCF, à très très haut niveau, jusqu'au sommet de l'État, en parlant de trains fret perdus, en parlant du fait que les trains de fret avançaient moins vite que les vélos, sans parler de la perte abyssale. Enfin, les cheminots du fret ont toujours été sous un monceau de critiques et de remarques assez acerbes. Mais pour autant, et je m'arrête là, il y avait une fierté de faire ce métier, parce que ce métier est à la fois vital et ce métier est essentiel pour la SNCF. Et je veux en profiter pour dire que les cheminots du fret sont ceux qui ont connu les réformes les plus difficiles, les plus lourdes, les plus brusques, peut-être, et qu'ils ont tenu bon avec leurs dirigeants locaux et avec des gens comme Luc Nadal ou Sylvie Charles, après Francis Rol-Tanguy, Olivier Marambeau. Moi, c'est une branche de la SNCF à l'égard de laquelle j'ai toujours eu le plus grand respect compte tenu du contexte que je vous dis. Et la mobilisation des salariés, la culture client, le redressement de cette activité, ce n'est pas un vain mot. Hein. Je donnerai 3 chiffres tout à l'heure. Alors maintenant, je reviens d'un mot sur la question du mode ferroviaire. J'abandonne la SNCF, je dis un mot sur le mode. Pendant les années que j'ai connues, c'est-à-dire presque 12 années, on n'a pas cessé de plaider pour, on va dire, des conditions de concurrence qui soient supportables. J'ai regardé d'ailleurs les auditions parlementaires auxquelles j'ai eu le privilège de participer. Rééquilibrage de la concurrence rail-route, limitation réglementaire du transport routier pour le transit, comme ça existe en Autriche et en Suisse, harmonisation des conditions sociales entre le rail et la route, taxe carbone, qui a été un vrai coup de massue sur la tête, parce que voté en 2009, nous avons bâti toute notre stratégie sur le fait qu'il y allait avoir l'écotaxe, votée en 2009 et abandonnée en 2013. Et on a eu du mal à s'en remettre parce qu'elle était un élément essentiel pour rééquilibrer le rail et la route. Et puis, on s'est battu, et je l'ai dit en audition parlementaire, on s'est battu pour que le wagon isolé soit reconnu comme une activité d'intérêt général et peut-être de service public, c'est-à-dire qu'elle soit contractualisée. Et c'était d'autant moins fou que les trains de nuit ont été reconnus comme une activité de service public en 2009 par Thierry Mariani, alors ministre des Transports. Et donc, il nous paraissait légitime que le wagon isolé puisse être considéré comme une activité de service public contractualisée. Voilà. Quelle est l'analyse qu'on fait de ça ? Bon, on n'a pas été bon, on n'a pas convaincu, ça c'est clair, on n'a pas réussi à convaincre. Et peut-être que la sous-performance de fret SNCF pesait dans le débat. Et qu'étant donné qu'on avait une image contrastée, peut-être que les responsables politiques n'étaient pas très engagés à faire cette bascule. Et en fait, cette bascule n'est venue qu'avec l'urgence écologique, vous l'avez vous-même rappelé. En outre,
beaucoup de ces sujets étaient traités au niveau européen. Et alors, au niveau européen, c'était la cata. C'est-à-dire que l'ambiance de l'époque n'a rien à voir avec l'ambiance d'aujourd'hui. C'était une ambiance autour de la séparation de l'infrastructure et du transporteur, ce qu'on appelle l'unbundling, qui était prescrit par la Commission européenne. L'ambiance, c'était aussi une ambiance assez hostile aux groupes, aux entreprises publiques historiques. Et puis, c'était une ambiance dans laquelle la concurrence intramodale devait avoir réponse à tout. Et donc, on n'a pas réussi à convaincre. Et ce virage de la politique des transports a été tardif, sans aucun doute. Beaucoup de responsables politiques, qui soient dans les gouvernements ou qui soient au Parlement, avaient déjà une conscience qu'il fallait que ça change et se battaient pour que ça change. Mais entre, on va dire, l'intuition politique, la conviction politique et la réalité concrète, je pense qu'il y a eu un écart considérable. Il y a eu des choses de fait. Par exemple, les péages ont été réduits de moitié. Il y a eu un petit contrat de service public pour l'autoroute ferroviaire alpine. Il y a eu des investissements pour moderniser certains triages. Il y a eu quelques itinéraires qui ont été réservés aux fret, comme par exemple Serqueux-Gisors, qui mène au port de la Normandie, ou la rive droite du Rhône. Mais à côté de ça, ce qu'on a appelé entre nous le plan Borloo de 2009, qui s'appelait Nouveau transport écologique des marchandises, ça veut dire que l'intuition était là, hein, Nouveau transport écologique des marchandises, mais ce plan n'a pas pu être mis en œuvre. Et l'illustration la plus éclatante, c'est le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, CFAL, où passe environ presque 50% du fret ferroviaire français. La décision date de 2009, on est en 2023, et il n'y a aucune perspective. Voilà, donc voilà pour le contexte dans lequel on a agi. Alors maintenant, pour terminer sur la transformation de fret SNCF, moi, ce dont je peux témoigner devant la Commission, c'est qu'évidemment, au début, on souffrait d'un nombre de faiblesses considérables. Hein, il vaut mieux l'admettre tout de suite. Parmi ces faiblesses, j'ai essayé d'en lister plusieurs. Évidemment, on avait des coûts de structure qui étaient sans rapport avec nos concurrents. On était déployés sur l'ensemble du territoire avec toutes les fonctions, etc. On n'avait pas, au tout début, les moyens de production n'étaient pas dédiés à l'activité fret, donc les conducteurs étaient partagés. Je me suis permis de changer ça en 2009 en décidant ce qui s'appelle dans le jargon la dédication des conducteurs du fret. On avait des relations clients qui n'étaient pas bonnes. Et puis, ce que Louis Gallois appelait, dans un mot resté un peu célèbre dans l'entreprise, la gréviculture, avait un impact somme toute limité sur les voyageurs, parce qu'une fois la grève terminée, les voyageurs revenaient au train. Mais les chargeurs, lorsque la grève se terminait, ils avaient souvent fait d'autres choix, pour des tas de raisons. Donc, nous avions nos propres turpitudes, et la transformation qu'on a faite pendant cette douzaine d'années, elle a été, je le reconnais devant la Commission, assez brutale. Les chiffres, c'est le seul chiffre que je donnerai. On a baissé le nombre de locomotives de 70%, mais on en a profité pour les changer toutes. Donc on a acheté un parc neuf. Le parc de wagons de 75%. Les effectifs de cheminots 50%, même s'il n'y a eu aucun licenciement. Et le chiffre d'affaires a baissé de 35%. Et je ne parle pas des organisations du travail qui ont été complètement remises à plat, de la polyvalence, de la culture client. Donc, on a assumé un choix de réforme qui a été particulièrement difficile et douloureux. Malgré tout, le contexte est resté quand même très défavorable. La désindustrialisation, qui était massive à l'époque, hein, on est dans la décennie 2010-2020,
le retrait de l'écotaxe, j'en ai parlé, l'absence de cadre social harmonisé, le paiement par fret de ce qu'on appelle dans notre jargon le T2, c'est-à-dire la totalité des charges de retraite afférentes au régime cheminot, qui représentait 40 millions par an pour fret SNCF, et les concurrents payaient 0. Donc fret était pénalisé. Fret et les cheminots du fret avaient le sentiment de faire la course avec des pieds de plomb pendant cette période. Malgré tout, on s'est battu, je l'ai dit. On a réussi, me semble-t-il, à améliorer la performance de fret. Je voudrais terminer en disant une sorte de vision d'ensemble. Oui, Monsieur le Président, nous avons assumé, SNCF a assumé, et le PDG que je l'étais, nous avons assumé une solidarité complète à l'égard de l'activité du fret. C'est-à-dire qu'on a assumé les pertes, on a assumé la dette qui était dans SNCF Mobilité, et on a assumé la restructuration extrêmement puissante et les reclassements qui s'en sont suivis. On a assumé le wagon isolé, dont beaucoup de personnes nous disaient mais il suffirait que vous lâchiez le wagon isolé pour qu'il resterait uniquement les trains entiers et ça redeviendrait à l'équilibre. Donc oui, sous ma présidence, on a assumé cela, mais pour la raison que j'ai indiquée en introduction, c'est-à-dire ça fait partie de la SNCF, c'est une activité d'intérêt général, voire de service public, et ça fait partie des missions dont la SNCF considère que ce sont des missions dont elle peut être fière. J'ai débordé un petit peu. Donc, quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et aussi de la conviction qui s'entendait dans vos propos. Quelques questions pour commencer, avant de céder la parole à Monsieur le rapporteur. Tout à l'heure, en évoquant le soutien des politiques publiques à cette activité de fret SNCF, vous disiez on a demandé, on a essayé de convaincre. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus précisément sur la nature des demandes qui étaient alors les vôtres en matière de politique publique qu'il aurait fallu faire et conduire pour soutenir fret SNCF? Je le dis ici, et puis pour soutenir surtout le secteur du mode de transport du fret ferroviaire, parce qu'effectivement, il y a deux sujets que vous avez bien distingués. Deuxième réaction, et c'est une question un peu plus précise. Vous avez néanmoins, en disant que certaines mesures avaient pu être prises avant la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire de 2021, vous avez évoqué la question des péages. Je sais que c'est une question qui est chère à un de nos administrateurs. Et du soutien à ces péages, vous avez notamment évoqué la réduction de ces péages pour le fret, comparativement à ce qui pouvait être pratiqué auparavant. Bon, c'est une question autour de laquelle on tourne souvent parce que il est parfois évoqué que le niveau de ces péages, le niveau faible de ces péages est désincitatif au sein de la maison SNCF pour pratiquer l'activité fret. Et en même temps, si on fait la comparaison avec des pays voisins comme l'Allemagne, il reste plus élevé que ceux qui sont pratiqués en Allemagne. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur cette mesure de réduction des péages très spécifiquement, et sur la question centrale de savoir si cette réduction elle a été supportée à 100% par SNCF Réseau ou si elle a été compensée pour partie ou totalement par l'État. Question un peu provocante et pas forcément agréable. Vous évoquiez les mesures de réorganisation de fret SNCF que vous avez dû prendre, que vous avez assumé comme président du groupe public ferroviaire. Est-ce que vous diriez que cette gestion était pour partie une gestion par les coûts? D'abord, peut-être avant que soit menée une stratégie de développement. Et enfin, dernière question, je disais que c'était une question un peu désagréable. Dernière question, vous n'êtes pas revenu sur le sujet de l'ouverture du contentieux avec les plaintes déposées par les concurrents de fret SNCF en 2016, et donc pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, vous avez été président avec cette... Alors, je veux bien croire que ça n'était pas une épée de Damoclès, c'était peut-être une épée en bois ou quelque chose
dont on pouvait considérer, un de vos successeurs, enfin votre successeur nous l'a dit, que c'était quelque chose qui était dans le paysage, mais qui a, au moment de la transformation en enquête approfondie, a été quand même un choc. Comment vous regardiez ce risque contentieux? Est-ce que le gouvernement français avait déjà des échanges avec la Commission européenne à cette époque-là? Et quels échanges avec le gouvernement français sur ce sujet pouviez-vous avoir à votre niveau en tant que président du groupe public ferroviaire? Merci beaucoup. J'ai essayé de mobiliser tous mes souvenirs. Je commence par la dernière. En fait, cette question des plaintes, il y a une plainte de la Deutsche Bahn, j'ai oublié, mais 2016, puis ensuite les 3 plaintes, Eurotunnel, le repreneur de Bécargo et un 3e que j'ai oublié. Tout ça, c'était parce que leur filiale en France n'avait pas les résultats qu'ils souhaitaient. Et qu'ils n'arrivaient pas, comme nous, à rééquilibrer la concurrence rail-route. Et alors, à défaut de pouvoir rééquilibrer la concurrence rail-route, et devant les déficits que leur filiale en France, pourtant légère, sans cheminots, etc., générait, ils ont, avec leurs avocats, pris un billard à 2 bandes en faisant, entre guillemets, des recours sur les aides d'État à l'opérateur historique. Mais quand moi je m'en suis expliqué avec eux, notamment avec le président de la Deutsche Bahn, avec lequel j'avais des rapports quotidiens, il m'a évidemment dit, c'est pas vous qu'on vise, c'est la politique des transports. Mais étant que la politique des transports européenne et française ne bouge pas, en faisant, entre guillemets, éclater la petite bombinette d'une aide d'État en France, on va peut-être faire bouger les choses. Donc voilà un élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est que les aides d'État étaient gérées évidemment par, d'une part, l'APE et d'autre part, la DGITM du ministère des Transports. Et l'entreprise, si vous me permettez l'expression, voyait un peu passer les trains. On n'était pas du tout en première ligne. Ces plaintes étaient dirigées contre l'État français. Si je reviens sur la première question, qui est une question évidemment d'ampleur, qui est qu'est-ce que vous avez demandé? C'est là où la conseillère parlementaire de la SNCF a fait un travail pour exhumer mes propos. Et je prends juste une audition du 10 octobre 2011. Donc je suis président depuis 3 ans. Sur le fret, nous prônons la création d'une fiscalité écologique susceptible de rétablir l'équité entre le rail et la route. Un peu plus loin, il faut réserver des voies au fret. Un peu plus loin, nous devons mettre en place un cadre social harmonisé en veillant à ne pas dégrader les conditions de travail. 4e, un peu plus loin, la taxe poids lourd, en discussion depuis 10 ans, sera enfin effective en 2013. Bon, pas tout à fait ce qui s'est produit. Et puis des propos comme ça qui sont répétés dans toutes les auditions. En 2013, je dis faute d'avoir été correctement préparé, la concurrence intramodale ne s'exerce pas dans des conditions équitables. Donc, je ne dis pas que nous n'avons pas été écoutés, mais le contexte de l'époque, ce n'est pas l'urgence climatique d'aujourd'hui, et je pense qu'il y avait une forme d'hésitation, d'autocensure. Voilà, je pense que c'était très difficile pour les responsables politiques à l'époque de prendre le contre-pied en disant « nous allons de façon volontariste rétablir la concurrence entre le rail et la route à l'échelle européenne et nous allons réformer la SNCF pour lui permettre dans cette concurrence de jouer son rôle ». Sur les péages, alors c'est une question, là vous me permettrez d'essayer d'être simple parce que c'est un sujet de thèse de biens publics, etc. Ça fait longtemps que j'ai renoncé à tout comprendre. Mais ce qui s'est produit, c'est que dans pas mal d'autres pays, il y avait des aides plus franches au fret ferroviaire. Par exemple, aides réglementaires dans des pays qui interdisent le transit des poids lourds. Autriche, Suisse. Il y avait dans d'autres pays des aides claires aux wagons isolés, du conventionnement du wagon isolé, comme par exemple en Suisse. Ces deux hypothèses-là
en France, ça ne faisait pas partie du schéma mental. Et donc, les responsables administratifs ont trouvé une solution consistant à réduire les péages de 50%, là où ils sont, je crois, à 0 en Allemagne, où ils étaient à 0 en Allemagne à l'époque, donc faire le mi-chemin. Et alors là, je pense qu'avec mon collègue du réseau, on a dû ne pas très bien s'entendre, parce que pour lui, ça représentait une perte sèche, dont je ne suis pas sûr que l'État l'ait compensé à SNCF Réseau. Là-dessus, je ne sais plus. Donc ce débat n'était pas facile. Alors on ne parlait pas de sommes énormes, hein. Les péages fret, à l'époque, ça devait être entre 20 et 30 millions d'euros, quelque chose comme ça. Mais enfin, 10-15 millions d'euros pour le fret SNCF, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, sur la gestion par les coûts, moi j'aurais adoré faire la gestion par la croissance. Mais comme on dit à Manu France, si on perd sur chaque fusil, plus on en vend, plus on perd. Et mon collègue et ami Francis Rol-Tanguy, il a reçu comme mission, quand il a pris ses fonctions, il avait reçu comme mission de Louis Gallois de faire 50 milliards de TK en France, 50 milliards de tonnes-kilomètres. Donc on a adopté une stratégie de croissance des trafics. Mais dès lors que les conditions de compétitivité n'étaient pas remplies, l'augmentation du trafic qu'il a réussi à faire, qui s'est arrêté non pas à 50, mais de mémoire à 42, 43 milliards de TK, s'est soldée par une perte historique, et je me souviens du chiffre tellement ça avait été à l'époque un choc de 455 millions d'euros. C'est-à-dire que le fret SNCF avait perdu un demi-milliard d'euros. Et donc, une stratégie de croissance des volumes, c'est possible quand le mode ferroviaire est compétitif. C'est même comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord essayer de faire plus de trafic. Mais quand le mode ferroviaire n'est pas compétitif, malheureusement, on est obligé d'essayer de maintenir le maximum de trafic tout en essayant de couper les coûts. Merci, Monsieur le Président. Je donne tout de suite la parole au rapporteur, mais il y a un point qui était particulièrement intéressant dans ce que vous disiez. C'était ce retour à l'origine des plaintes de 2016. C'est-à-dire, je pense que c'est comme ça que les membres de la commission d'enquête l'ont compris, que finalement, dans le regard, dans l'initiative que les opérateurs alternatifs avaient prise à l'égard de Fret SNCF, il y avait une façon de réclamer une généralisation des aides publiques à travers une politique de soutien au secteur et non plus une politique de soutien simplement à Fret SNCF. Et que le biais qu'ils avaient choisi de prendre, c'était celui de l'attaque contre l'entreprise publique pour réclamer quelque chose qui finalement ressemble à des aides publiques qui maintenant existent, mais qui n'étaient pas dans le paysage à cette époque pour l'ensemble du secteur. C'est comme ça que j'interprète ce que vous venez de dire. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Bien, 3 questions peut-être. D'abord, un questionnement d'éclaircissement, si tant est qu'il puisse être apporté. Vous arrivez à la direction du groupe en 2008. Et 2008, à ma connaissance, c'est la fin reconnue du plan de restructuration conduit tout à la fois, bien sûr, par les plans de l'entreprise et validé par la Commission européenne en 2005 pour l'aide d'État. Nous sommes en 2008. Est-ce que vous avez, à partir du moment où vous accédez aux responsabilités, connaissance, est-ce que vous avez connaissance, est-ce que vous avez participation à différents engagements prévus dans l'accord entre la France et la Commission européenne, à savoir, est-ce que vous avez connaissance ou intéressement au rapport annuel qui devait être fourni à la Commission permettant de contrôler le bon déroulement des plans de restructuration? Est-ce que vous avez connaissance ou intéressement
des dispositions qui permettaient à la Commission européenne de connaître durablement les flux financiers, y compris en interne du groupe. Est-ce que vous avez connaissance, enfin, à titre d'exemple, bien d'un audit indépendant qui permettrait de clore, qui devait permettre de clore le plan de restructuration à la date de 2008. Bref, est-ce que dans les éléments prévus à l'accord France-Commission européenne, vous avez à partir de 2008 un intéressement qui non seulement soit celui de la conclusion du plan de restructuration, mais qui soit aussi dans le temps calandé, y compris jusqu'à l'alerte de la RAF, par exemple, en 2015. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous y avez fait référence, vous avez fait un travail de réorganisation interne de l'entreprise et des modes métiers, y compris, vous attachant notamment à la spécialisation des moyens industriels et humains par activité et à la création de filiales. Tout cela pour, semble-t-il, suivre la logique d'une adaptation au segment de marché. Quel regard portez-vous désormais vis-à-vis de cette logique que vous avez suivie pour développer le fret ferroviaire en la circonstance? Enfin, dernière question, à un moment clé, à savoir l'instruction et l'adoption du nouveau pacte ferroviaire 2018 et suivant, vous avez été interrogé, y compris au sein de l'entreprise vis-à-vis de cette transformation de l'EPIC en SA. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez reçu ou disposé de l'assurance que cette transformation de l'EPIC en SA était validée par la Commission européenne? Merci, monsieur. Excusez-moi. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais répondre à la troisième parce que ça, c'est extrêmement simple. J'ai lu dans les journaux, j'ai entendu des choses sur le sujet. La gestion de la Commission européenne sur les plaintes et l'aide d'État, c'est vraiment une compétence de l'État. Et l'État n'est pas d'une transparence dingue quand il s'occupe d'une affaire délicate, qui est à la fois technique, juridique, politique, rapport de force, etc. Donc je crois me souvenir, mais vraiment je crois me souvenir, que le ministère de l'époque était en contact avec la Commission européenne pour présenter à la Commission européenne le projet de loi qui allait devenir la loi de juillet ou de juin 2018 portant réforme de la SNCF. Et je me souviens avoir entendu le ministre ou son entourage dire on a parlé avec la Commission, on leur a demandé leur avis, etc. L'objectif étant de prévenir pour ne pas avoir à guérir. Bon. Mais je n'en sais pas plus sur les discussions qui ont pu avoir lieu. Sur le plan de 2005, moi, mon analyse est la suivante. On a fait du mieux qu'on a pu pour le mettre en œuvre, et on en a mis en œuvre les principales dispositions. Ce plan était quand même assez sévère, puisqu'en échange du 1,5 milliard qui était autorisé, il fallait réduire l'activité, réduire le nombre de wagons, réduire le nombre de locomotives, rendre des sillons. Il fallait s'appliquer un taux d'intérêt qui était le taux d'intérêt du marché. Il fallait faire des rapports. Il fallait atteindre toute une série
d'indicateurs qui avaient été précisés. Mais la vérité, c'est que ce plan, il s'est fracassé sur l'arrivée de la concurrence. Parce que la concurrence, quand elle arrive en 2005, et il me semble que c'est... Je vais dire une bêtise forcément parce que j'ai un tout petit peu, pas la mémoire, mais j'aurais tendance à dire mars 2005, concurrence internationale, fret ferroviaire, et mars 2006, concurrence domestique. Donc en un an ou un an et demi, la concurrence déferle. Il y a eu 19 opérateurs au bout de quelques années. Et c'est très simple, les opérateurs, ils ne venaient pas sur le wagon isolé. Donc, ils ne s'intéressaient pas à l'activité qui était structurellement déficitaire. Ils venaient sur le train entier. Ils venaient sur Arcelor, ils venaient sur Nestlé, ils venaient sur Danone, ils venaient sur les grandes coopératives agricoles qui faisaient des gros transports. Donc, ils venaient là où Fret SNCF arrivait à gagner de l'argent. Et donc, en peu d'années, Fret s'est trouvé dans une situation de trafic en milliards de tonnes-kilomètres et une situation économique extraordinairement détériorée. Et je me souviens que sur les tableaux de bord, on perdait chaque mois 1 point de part de marché, 2 points de part de marché certains mois, parce que tout simplement, nos concurrents n'avaient pas ni les charges de structure, ni les charges sociales, ni les rigidités propres à la SNCF, ni. On avait l'habitude de dire dans l'entreprise, on arrive en France avec un Algeco et 2 téléphones portables. Et on pouvait utiliser évidemment des cheminots n'ayant pas le statut, on pouvait utiliser toute une série de personnels au sol qui étaient des personnels détachés. On est avant la réforme des personnels détachés à l'échelle de l'Union européenne. Donc ça a été une période extraordinairement difficile. On a fait tout ce qu'on a pu pour maintenir les objectifs de ce plan, mais je crois qu'il s'est fracassé là-dessus. Puis sur la troisième question, vous me dites, est-ce qu'on aurait pu gérer autrement ? Je vous le redis, monsieur le rapporteur, on aurait aimé gérer par la croissance. On a essayé. Mais quand, encore une fois, l'activité est structurellement déficitaire parce qu'elle est pénalisée par des conditions de concurrence, on ne peut pas, sauf à ne pas être un investisseur avisé. C'est la première fois que je prononce le mot, mais on n'était pas tous les matins à se poser la question, je l'admets volontiers. On n'était pas des obsédés de l'investisseur avisé. Et encore moins de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité de Fret SNCF. Mais on avait quand même en tête, pardonnez-moi l'expression, qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Je donne la parole à monsieur le député Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis. Monsieur le député, chers collègues, vous avez la parole. Il faut que vous coupiez. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai quelques questions. D'abord, je suis assez mal à l'aise avec le mot de gréviculture et encore une fois, on l'a entendu plusieurs fois dans cette commission, faire retomber sur les cheminots une partie de la responsabilité du fait que Fret SNCF n'ait pas été à la hauteur et n'ait pas pu être une entreprise publique qui se développe. Ça me dérange assez, donc je le rappelle, mais c'est une parenthèse. Moi, j'ai 2 questions. Quand vous êtes arrivé à la tête de la SNCF, vous avez fait une OPA sur Géodis pour l'inclure dans le transport de marchandises. Et on s'est aperçu qu'il y avait une concurrence entre Fret SNCF et Géodis derrière, puisque d'expérience, et je parle là en tant que cheminot, puisque je suis aujourd'hui en détachement, on a vu des entreprises qui sollicitaient du transport de marchandises et la SNCF répondait non, c'est pas possible avec du train, mais on peut passer par du camion. Donc c'est une concurrence déloyale. Donc il n'y a pas aujourd'hui une problématique à avoir dans un groupe comme la SNCF qui veut relancer le fret ferroviaire public, qui est un outil indispensable pour la transition écologique, qui est moins accidentogène, qui a des vertus sociales, écologiques, y compris de réindustrialisation de bassins de vie très importants, et de conserver une filiale comme Géodis qui fait du dumping social, qui utilise des travailleurs détachés, donc qui, in fine, coule quelque part l'activité de Fret SNCF parce qu'elle est des tarifs qui sont absolument différents. Deuxième question, vous n'avez pas répondu sur la procédure de discontinuité. Moi, j'aimerais avoir votre avis aujourd'hui sur ce qu'a proposé Clément Beaune, c'est-à-dire 10%
d'emplois en moins, une part du chiffre d'affaires qui bascule, la cession de 23 flux qui sont des transports combinés, qui sont les plus rentables. Aujourd'hui, est-ce que vous, de votre regard, vous jugez que cette procédure de discontinuité mise en place par Clément Beaune, c'est la solution, ou est-ce qu'on aurait pu faire différemment? On a auditionné quelqu'un que vous avez côtoyé, l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari, qui lui a dit la discontinuité n'était pas l'option prioritaire pour moi, il fallait aller peut-être au rapport de force pour obtenir autre chose, parce que derrière cette procédure, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement l'objectif qui est de relancer le fret ferroviaire public, et tout le monde le partage, cette décision elle ne va pas affaiblir un opérateur et le mettre en difficulté pour un certain nombre d'années, parce qu'on sait que la nouvelle entité qui va être créée ne pourra pas candidater pendant 10 ans sur le transport combiné, va avoir un manque de conducteurs, enfin ça va être une période très difficile. C'est votre Louis Gallois qui l'a dit il y a quelques minutes ici, en disant qu'il y aurait des heures sombres pour Fret SNCF au lendemain de cette procédure de discontinuité. Donc moi j'aimerais avoir votre regard sur ce qu'a proposé Clément Beaune à la Commission européenne, encore une fois sans aucune garantie, parce qu'aujourd'hui quand on a interrogé le ministre des Transports, quand on lui demande est-ce qu'on est sûr qu'avec ce scénario la Commission européenne va s'arrêter et ne va pas réclamer, va arrêter la procédure de paiement des 5 milliards. Aujourd'hui, on n'a pas de garantie. Donc, quel est votre regard sur cette situation? Merci beaucoup pour ces questions, monsieur le député. Alors, je vais vous décevoir beaucoup sur la seconde, parce qu'en fait, au moment où je suis parti de la SNCF, j'ai dit à tout le monde, que ce soit mes collègues, les personnels, les organisations syndicales, les administrateurs, que je ne suivrai aucun des dossiers de la SNCF et que j'observerai une obligation de réserve absolue. Elle est levée parce que c'est une commission d'enquête parlementaire, mais en dehors de mon témoignage au procès de Brétigny et de cette commission parlementaire, vous ne trouverez pas une personne à Paris qui ait eu de ma part 3 mots sur la SNCF, sa vie, son œuvre. Donc j'observe une obligation de réserve et je ne suis pas du tout les dossiers de la SNCF, je ne lis pas les articles, etc. Je reviens en revanche sur Géodis. Je partage une partie de votre question, c'est-à-dire que au moment où on fait l'OPA sur Géodis, nos collègues allemands ont, dans l'orbite de la Deutsche Bahn, ils ont le grand logisticien qui s'appelle Schenker. Et ça s'appelle d'ailleurs DB Schenker. Et tout le monde pense que les synergies entre les différents modes de transport, la complémentarité entre les modes de transport, c'est le choix gagnant. Et qu'il faut faire ça, parce que si vous vendez de la logistique, par exemple de l'entreposage à un client, vous allez pouvoir lui vendre du transport combiné, puis peut-être un train entier, puis peut-être ceci, puis peut-être cela, et que vous allez devenir finalement son partenaire logistique. Mais ça n'a pas marché comme ça. Parce qu'en fait, si vous prenez ArcelorMittal ou si vous prenez Danone, les grands groupes ne veulent pas avoir accès vraiment à un seul partenaire. Ils font, on dirait en français, alors cherry picking en français, ça voudrait dire ils choisissent les cerises. Donc, ils séparent leurs achats pour éviter d'être dans les mains d'un seul fournisseur. Donc, ils vont acheter à la SNCF du train entier? Non, pas forcément. Ils vont acheter du wagon isolé, parce que la SNCF est la seule à faire du wagon isolé. Donc, je me souviens, par exemple, qu'on s'est bagarré pour conserver le trafic ferroviaire de l'acierie de Saint-Chély-d'Apcher, bon, qui coûtait évidemment les yeux de la tête, parce qu'aller à Saint-Chély-d'Apcher pour faire du wagon isolé, c'était complètement économiquement déraisonnable, mais on voulait maintenir le wagon isolé, on voulait maintenir la ligne, donc on l'a fait. Mais évidemment, aucun de nos concurrents n'était candidat pour le faire. Donc je crois que cette opération avec Géodis, elle a donné certains résultats, par exemple autoroute ferroviaire, transport combiné, tout ça, on a réussi à faire des choses. Mais le rêve de la complémentarité des modes, il ne s'est pas réalisé. Alors quand on a cherché à comprendre pourquoi, c'est aussi parce que à partir du moment où il n'y a pas d'harmonisation des conditions de concurrence entre les modes, c'est un peu la loi de la jungle. Il faut harmoniser les conditions de la concurrence. À ce moment-là, bon, c'est le service client qui fait la différence, c'est la fiabilité, c'est la ponctualité. Mais là, on n'a pas réussi, faute d'harmonisation des conditions de la concurrence,
à tirer vraiment parti de cette opération. Peut-être une question avant de donner la parole à monsieur le rapporteur. Dans les spécificités de certains opérateurs, soit de fret ferroviaire ou même de fret fluvial à l'étranger, dans leur rapport avec les clients, il y a ce fait que quand il y a des perturbations qui peuvent être liées aux travaux, qui peuvent être liées, si on est dans le fluvial, aux étiages, qui peuvent être liées effectivement à des mouvements sociaux, mais dans l'ensemble de ces perturbations possibles, eh bien, ces opérateurs proposent une solution alternative en cas de crise. C'est-à-dire que ils ne disent pas leur réponse, si je caricature, hein, mais des bécargos, de transporteurs, de grands transporteurs fluviaux, de Rhenus, à l'étranger, c'est souvent, si d'aventure il y a une difficulté pour transporter vos marchandises sur le mode par lequel elles transitent d'habitude, on vous trouve la solution pendant le temps pendant lequel cette perturbation dure, de sorte que vous puissiez ensuite revenir sur le mode de transport qui est celui que notre contrat prévoit. Et dans ces contrats qui lient le chargeur à l'opérateur ferroviaire ou fluvial, il y a souvent ces clauses à l'étranger. Est-ce que vous avez cherché à impulser ce type de sécurisation par le transport en mode alternatif pendant des périodes courtes, qui peuvent être liées, je l'ai dit, à des causes variées, dans les politiques que vous avez impulsées à Fret SNCF? Alors merci de cette question et de cette idée. En fait, quand c'était ponctuel, on y arrivait. Et puis par ailleurs, en discutant avec les organisations syndicales, lorsqu'on était sur un trafic vital, par exemple un produit qui allait être perdu si le train n'était pas débloqué, et de façon non officielle, on arrivait à trouver un compromis disant voilà, ce train-là, on va arriver à le faire circuler. Mais quand on était face à des perturbations longues, comme par exemple un éboulement de rocher, j'ai vu ça dans le journal récemment, entre la France et l'Italie, et quand on voit les volumes que Fret SNCF sort, par exemple, de Évian ou de Volvic, quand on sort 5, 6, 7 trains entiers par jour, quand on sort des trains de véhicules automobiles de Poissy ou de Sochaux, il faudrait 300 semi-remorques qui circulent 24 heures sur 24 pour avoir l'équivalent de ce trafic, ce qui est donc matériellement complètement ingérable, malheureusement. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous poser une question, mais peut-être m'ai-je fourvoyé dans la compréhension de vos propos. Vous avez indiqué, visiblement en faisant une pierre angulaire de ce qui aurait pu être un redressement de l'activité fret et Fret SNCF en particulier, que le plan Borloo en 2009, le plan Borloo de marchandises, n'avait pas été mis en œuvre. Et en contrepoint, il me semble vous avoir entendu porter une appréciation assez sévère sur la rapidité des changements mis en œuvre sous couvert, me semble-t-il, de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire adoptée en 2020. Ou à tout le moins que vous jugeriez encore quelque peu dans les limbes. Hein, c'est vrai qu'on est en 2022, 2023. Est-ce que vous pourriez me confirmer cette appréciation et surtout, au final, me dire, et j'insiste peut-être auprès de vous, me dire si les conditions à la fois de ce que sera demain la filière, de ce que sera demain l'amélioration à intensité X du réseau, que sera demain la réindustrialisation, sachant le temps qu'il convient pour une réindustrialisation. Avez-vous un avis sur l'atteinte possible ou non en 2030 du doublement du fret ferroviaire dans notre pays?
Merci beaucoup de cette question. Alors, pardon, j'ai dû être particulièrement peu clair parce que ma vie ferroviaire s'arrête le 30 octobre 2019. 30 octobre 2019, je n'ai pas passé le 1er novembre. Et j'ignore absolument tout ce qui s'est produit depuis. Et pour des raisons que je vous ai indiquées. Donc, je ne connais pas cette stratégie. Non, ce que j'ai dit, c'est que quand on se remet dans l'époque, ce qui est terrible, et je vois que dans les témoignages que je fais aux auditions au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on revient toujours là-dessus, c'est que on n'a pas conscience de l'urgence climatique, ou rares sont ceux qui ont conscience de l'urgence climatique et de la violence du sujet. On perçoit, certains d'entre eux, je vois des députés, des sénateurs qui poussent là-dessus, mais globalement, la conscience n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et on a un climat dans l'Union européenne qui est, je l'ai dit, qui a énormément pesé contre les entreprises publiques nationales, qui sont vraiment des trucs survivance du passé. On a un climat pour la séparation entre l'infrastructure et l'opérateur, une séparation étanche, qui a été, moi, quasiment le principal sujet de mon mandat, au sens stratégique. C'est que j'ai contribué, à ma toute petite échelle, à ce que finalement on réunisse et à ce que l'Union européenne arrête de bassiner tout le monde avec la séparation, qui était la doxa absolue à la fin des années 2000. Au point que nous avons fait alliance avec la Deutsche Bahn en disant on ne peut pas laisser l'Union européenne casser le système. Mais il a fallu 2 réformes, une réforme en 2015 et une réforme définitive en 2018, pour qu'on réunifie. Et donc, le climat était celui-là. Et si on ajoute le fait qu'à chaque fois qu'on parlait de concurrence rail-route, tout le monde disait « oui, on comprend », mais qu'il ne se passait rien, seule la concurrence intramodale est devenue réalité. Et je l'ai dit, moi, dans toutes mes interventions devant la représentation nationale, au secours, ne refaites jamais ça, puisque vous introduisez une concurrence intramodale sans qu'aucune précaution, aucune réforme d'accompagnement, aucune période de transition ne permette à la concurrence intramodale, on va dire, de faire son travail. Donc c'est vraiment un contexte extraordinairement différent du contexte d'aujourd'hui, et moi je suis très heureux que ce contexte d'hier soit révolu. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le rapporteur, Monsieur le député Thomas Porte. Eh bien, puisque nous en avons fini. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ce témoignage assez précis et malgré tout, et malgré cette réserve à laquelle vous vous astreignez, engagé. Merci beaucoup.